Bonjour à tous, je suis heureux de vous annoncer l'ouverture de la billetterie du 7e congrès Innovation en éducation qui se tiendra les 21 et 22 février 2026 au Palais des Congrès de Nîmes. 10 conférences, 40 exposants, 16 ateliers participatifs et plus de 650 personnes qui viennent de la France entière. J'ai hâte de vous retrouver les amis, à tout bientôt. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Écoutez, moi ça va très bien. Je passais une belle matinée. On est toujours dans les starting blocks là sur notre 7e congrès Innovation en éducation qui va avoir lieu le 21 et le 22 février au Palais des Congrès de Nîmes. On est très contents. On va avoir 10 conférences, 40 exposants, 16 ateliers participatifs pédagogiques pour que vous puissiez vivre des expériences sur place. Et ça va être encore une belle édition. C'est déjà notre 7e édition. Ça va très très vite. Qui l'eût cru ? Quand on a lancé ce congrès, c'était d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, pour la petite histoire, c'était suite au lancement du festival pour l'école de la vie qu'on organisait à Montpellier, qui marchait mais tellement bien, parce qu'on avait plus de 15 000 personnes qui venaient tous les ans à Montpellier. Et à un moment donné, on s'est dit, je crois que c'était à partir de la 3e année du festival, on s'est dit, tiens, ce serait bien de créer un événement peut-être un peu plus corporate, un peu plus structuré aussi, entre guillemets, parce que le festival était en plein air, et plus à destination des enseignants, des professionnels dans le monde de l'éducation. Et donc, ce congrès est né comme ça. Et donc, ça fait déjà 7e édition. D'ailleurs, petite info, si vous voulez venir cette année et que vous hésitez, n'hésitez pas, dans la mesure où le congrès a lieu tous les 2 ans. Donc, ce qui veut dire qu'en 2028, on sera à Montréal, au Canada. Et après, on revient en France en 2030 à Lille. Donc, si vous êtes autour de Nîmes et que ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas, vous tapez Congrès Innovation en éducation et vous tomberez très facilement sur le site pour prendre vos places. Il reste d'ailleurs encore des places. Je vais vous montrer une petite vidéo le temps que vous arrivez et puis on retrouve tout de suite Jérémy. À tout de suite. Il faut sortir d'une éducation punitive, sévère. Il faut sortir des humiliations verbales et physiques. On a la chance d'être au XXIe siècle et d'avoir des pistes pour que nos enfants aillent mieux. Il ne faut pas forcément aller au plus près, pas forcément aller au moins cher, mais qu'il faut vraiment trouver ce qui fait vibrer son cœur. Une quinzaine d'années, il y a quand même énormément de recherches, énormément de travaux, énormément d'ouvrages. Donc l'idée, c'est pas d'évaluer ou de porter un jugement, c'est de pouvoir se dire comment on peut améliorer le système et lui apporter des éléments supplémentaires qui vont pouvoir l'enrichir. Les décisions qui sont prises ne sont pas forcément celles des gens de terrain qui peut-être voient les problèmes au quotidien et aimerait prendre des mesures beaucoup plus radicales. Je me désole de voir à quel point on traîne en France. Et pourtant, on a des endroits comme aujourd'hui où les conférenciers sont de qualité. On repart avec des vrais outils. Ce que je veux, c'est que les enfants soient heureux. Souvent, quand on fait ce choix d'orientation, on dirige l'élève vers la recherche d'un métier. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux devenir, mais qu'est-ce que je veux faire pour être productif économiquement. Écoutez vos enfants, ils ont beaucoup de choses à vous dire. On va les inviter à devenir des héros de la joie. Un héros de la joie, c'est quoi ? C'est un enfant qui sait prendre soin de lui et sait rendre heureux les autres. Parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on travaille dans la coopération. On a besoin de travailler la coopération avec les jeunes. Or, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la compétition. J'aimerais sensibiliser les jeunes sur l'origine de leurs ambitions, de leurs rêves et d'essayer de comprendre pourquoi ils ont une certaine vision du succès. Une priorité pour moi dans le système éducatif, c'est de cette capacité à écouter pour pouvoir pleinement s'épanouir et se réaliser à travers nos études et à travers notre travail. C'est au-delà de séminaires, de lectures, de partage de théories. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour. Je crois que ça fait du bien à tout le monde en fait de vivre cet événement. Croyez en vous, croyez en l'autre, allez-y quoi.
Donc, je me répète, la 7e édition, c'est le 21 et le 22 février à Nîmes. Je vais faire apparaître Jérémy tout de suite. Salut Jérémy. Salut Julien, bonjour à tous. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très très bien, merci. Et toi? Ouais, très bien, je te remercie. Et ben, je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que j'entendais parler de toi. Et pour tout te dire, parce qu'on n'a pas eu le temps d'ailleurs de parler de ça, on a discuté un petit peu là avant de commencer le live, et j'ai pas eu le temps de te dire pourquoi en fait je te contactais. Et donc j'ai vu passer une de tes actualités sur Facebook, et ça m'a fait un reminder. Je me suis dit, ah putain, mais c'est un gars que je voulais contacter depuis tellement longtemps. Donc merci à l'algorithme Facebook. Ah, Et donc, comme voilà. quoi. Alors c'est marrant parce qu'ils m'ont invisibilisé pendant des années et récemment ils ont arrêté de m'invisibiliser. Ils m'ont même envoyé des messages. Bravo, Jérémy Mercier, vous publiez du contenu de qualité, donc on va vous donner plus de visibilité. Qu'est-ce qui leur prend? Je comprends pas. Ah, carrément. Ah, d'accord. Vraiment, carrément. Ah oui, je savais pas qu'ils faisaient. On profite d'un algorithme défaillant. Et, je sais pas, il y a un bug dans la matrice, donc j'en profite le temps que ça dure. Ça va pas être très long, je pense, mais en tout cas, c'est comme ça. Ok, bah écoute, c'est clair, profites-en. Jérémy, on va être ensemble pendant une petite heure. Je vais te laisser te présenter parce que ça passe super vite. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet. Qui es-tu, Jérémy? Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Dis-nous tout. Alors, qui je suis, c'est une très longue réponse. J'en ai même fait un bouquin, donc non, j'exagère un peu, mais bon. En tout cas, voilà. Moi, je suis éducateur en santé, je suis chercheur indépendant, et ma spécialité, je dirais, c'est que je suis scientifique de formation. Je suis normalien en chimie de l'École normale supérieure de Lyon. J'ai fait un doctorat en recherche environnementale à l'Imperial College à Londres. Et j'adore chercher et trouver aussi, pas juste chercher. Voilà. Et j'ai trouvé plein de choses, hein, justement, en matière de santé, en matière de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon comme croyance ou comme notion en matière de santé. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on se fait balader sur tellement de sujets. C'est juste hyper impressionnant, c'est complètement fou. Mais c'est aussi passionnant. Donc voilà, j'adore ce sujet de la santé, ce qui n'est pas mon sujet à la base de formation académique, mais qu'après, j'ai appris ensuite. Depuis, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je suis à fond dans cette thématique, quoi. Voilà. Excellent. Alors, qu'est-ce que tu as appris? Oh là ah, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas à redire sur YouTube en plus, hein. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas à redire sur YouTube, je ne sais pas si tu es au courent. Ah oui, d'accord. Ah oui, attends, moi j'ai été quand même bien censuré. J'ai pas perdu ma chaîne YouTube, mais j'ai dû slalomer parce que je me suis fait censurer une douzaine de vidéos, un truc comme ça. Okay, chaque fois, c'est des punitions, hein. Donc, tu n'as pas le droit de publier quoi que ce soit pendant une semaine, voire 2 semaines. Et au 3e strike, c'est comme ça que ça s'appelle, la chaîne, elle saute carrément. Donc, ils peuvent revenir en arrière en me disant, ah ouais, en fait, il y a 3 ans, vous avez dit un truc, on n'aime pas ça. Paf, ça saute. Tac, comme ça. D'accord. Donc, ouais, c'est très, très violent. Donc, il y a des choses que je vais dire. Tu peux dire sans YouTube. Voilà. Donc, j'ai appris que le système médical, je dirais à peu près à 90%, c'est une escroquerie, tout simplement. Voilà. Donc, ça commence très fort. Ok, c'est une très bonne synthèse. Mais une escroquerie en bande organisée, avec des bases non scientifiques, non vérifiées, non validées. C'est juste un système de croyance et de contrôle. Donc, le système médical, en fait, mais c'est depuis longtemps comme ça, hein. C'est un outil de contrôle par les autorités sur les populations. Et parmi les outils de contrôle préférés, il y a les injections, des fausses injonctions, pour le coup, en matière de santé, en rapport à l'alimentation, à l'hygiène de vie, etc. Et c'est pour ça que les gens sont paumés, ils ne savent pas quoi faire. Et quand ils suivent les conseils, en gros, ça ne se passe pas bien, quoi. C'est normal. Les conseils ne sont pas faits pour la santé. Donc voilà. Et le truc le plus dingue, c'est que donc moi, je suis scientifique de formation, et c'est que les médecins n'ont pas du tout d'approche scientifique. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est que la démarche scientifique. Ils n'ont pas été formés à ça. Et donc, ils sont malheureusement à 99% dans juste le rôle de répéter la propagande sans réaliser qu'il s'agit de propagande. Donc voilà, pour poser les choses. Très bien. Alors, dans ce cas-là, quand tu pars de ce constat, qu'est-ce que toi, tu recommandes en fait dans ton quotidien aux gens en termes de santé? Alors, la santé, ça dépend de plein de paramètres, évidemment. Et il me semble que le numéro 1, en plus, sur lequel on a vraiment un pouvoir qu'on peut encore utiliser, ça reste l'alimentation.
Ça fait pas tout, mais n'empêche que ça fait beaucoup. Et j'ai écrit un petit livre dont tu as mis la photo là tout à l'heure. Là. J'arrête de creuser ma tombe avec mes dents, en finir avec les faux messages alimentation santé. Donc, c'est pas un livre sur les dents, c'est un livre sur l'alimentation. Je précise tout de suite. Voilà. Donc, ça part de l'expression creuser sa tombe avec ses dents, qui veut dire que quand on fait les mauvais choix alimentaires, donc qu'on donne des coups de dents dans pas forcément les bons aliments, en fait, peut-être qu'on accélère son vieillissement et son entrée dans la tombe, voilà. Et donc, l'idée, c'est de manger des choses qui nous conviennent. Et qu'est-ce qui nous convient ? Moi, je suis allé m'enseigner pour aller voir qu'est-ce qui marche. Donc, j'ai fait une formation à l'Institut de santé Hippocrate, qui se trouve en Floride, à West Palm Beach. Je me suis formé en 2013, donc je suis éducateur en santé de cet institut de santé, où j'ai pu rencontrer des gens qui venaient du monde entier pour tout un tas de problématiques de santé, et parfois, ils ne sont pas en mauvaise santé, mais juste, ils veulent garder la santé. Et là-bas, ils avaient une alimentation thérapeutique, je dirais, mais très, très, très particulière, qu'on ne peut pas adopter au quotidien ou sur la durée. C'est très compliqué, en tout cas. Et c'est une alimentation vivante, crue, végétale. Avec graines germées à gogo, jus vert, jus d'herbe de blé, quasiment pas de fruits. Donc, c'était très étonnant, délicieux pour le coup, moi j'ai adoré. Mais bon, ce qui était très sympa, c'est que on se faisait servir. C'est pas nous qui préparions tout ça. Ouais. Et si on commence à faire ces préparations, ça prend un certain temps. Ça peut coûter assez cher aussi. Enfin bref, donc c'est pas simple, disons, en application. Et d'autre part, ce qui fonctionne dans le climat subtropical de la Floride, ça marche peut-être pas forcément en plein cœur d'hiver, voilà, au fin fond du Morvan. Voilà, tu vois. Donc moi après, je suis allé me renseigner pour voir où habitent les gens qui vivent longtemps et en bonne santé. Et c'est là que j'ai découvert les zones bleues. J'ai commencé par lire ce livre qui est un best-seller dans le monde anglophone, voilà, les Blue Zones de Dan Buettner. Donc c'est très connu aux États-Unis. Et en France, beaucoup moins, même s'il y a eu une série de vidéos sur France 5 il y a quelques années. Bon, je suis un peu critique, mais je n'ai pas trouvé que c'était très, très fidèle à ce que moi j'ai pu voir. Et il me semble qu'ils n'ont pas poussé très, très loin la recherche. Mais bon, au moins, ça donnait un petit peu un aperçu. Mais les zones bleues, ce sont 5 ou 6 micro-régions où des scientifiques ont validé qu'il y avait une mortalité anormalement faible et une proportion anormalement importante de centenaires et de gens qui vivent longtemps et en bonne santé. Et je me suis rendu dans ces zones bleues. Alors, il y en a une 6e qui a été rajoutée l'an dernier, au mois de mars ou avril. C'est la Martinique. Et ouais, la Martinique est une zone bleue également. Mais en tout cas, celle qui avait été découverte, la première, c'est dans les montagnes de la Sardaigne, la province de Nuoro ou Barbagia. Enfin, et là, il y a des petits villages où on a beaucoup, beaucoup de centenaires. Et ce qui est même très étonnant, c'est qu'il y a autant de centenaires hommes que femmes, ce qui est unique au monde. Et ouais, donc il y a un truc bizarre dans ce petit coin de Sardaigne, dans la montagne, c'est pas au bord de la mer, c'est pas les villages de pêcheurs, c'est plutôt les villages de bergers où des gens ont accompagné des chèvres et des moutons pendant des années dans les montagnes, des gens qui n'ont souvent pas beaucoup de moyens et qui... Il y a cette proportion très, très importante de centenaires. Donc, je suis allé voir à quoi ça ressemble là-bas. Et j'ai rencontré les chercheurs. J'ai même rencontré Dan Buettner qui a écrit ça. Et Michel Poulain, c'est vraiment lui avec Gianni Pes, qui est un Italien, qui ont découvert qu'il y avait cette zone bleue, cette première zone bleue en Sardaigne. Et en fait, on parlera peut-être après de ce qui rassemble ces régions. Mais la deuxième, après, c'était l'île d'Ikaria, en Grèce, au large des côtes turques. Il y a la péninsule de Nicoya, au Costa Rica. Et il y a la ville de Loma Linda en Californie, et enfin les îles d'Okinawa au Japon, mais qui ne sont plus des zones bleues, qui l'étaient jusqu'à peu près l'an 2000, et qui ne le sont plus puisqu'il y a une forte occidentalisation du mode de vie, et donc on a perdu la longévité intéressante qui existait auparavant, et maintenant Okinawa est même plus très bien classé au niveau du Japon. Voilà. Ouais, j'avais entendu ça. Est-ce que tu as vu cette série aussi sur Netflix que j'ai trouvé quand même plutôt bien réalisée ? Ah oui, c'est la série de Dan Buettner pour le coup. Vivre jusqu'à 100 ans. Alors, j'ai trouvé que c'était pas mal. J'ai émis une critique là-dessus quand même parce que le modèle qui nous est donné est un modèle, c'est Singapour, qui pour moi s'apparente à une forme de totalitarisme. Et en fait, j'aime pas l'idée de forcer les gens à être en bonne santé entre guillemets. Et je trouve qu'il doit rester une forme de libre arbitre et je suis pas convaincu par le modèle singapourien de contrôle social et de punition et de bons points. Je suis pas fan de ça. J'aime bien l'aspect liberté et que ce soit quelque chose.
que tout soit mis en œuvre dans la société pour qu'on ait accès à des alternatives saines, c'est génial, mais qu'on nous force ou qu'on nous punisse en fonction de nos choix, je ne suis pas tout à fait convaincu. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as découvert justement dans ces zones bleues? C'est quoi la particularité? Est-ce qu'il y a des ponts communs justement entre Bien sûr. Ouais, bien zones, sûr. Ouais. Bah, du coup, j'en parle dans ce livre-là notamment et dans l'autre sur quand les masques tombent. Et effectivement, au niveau de l'alimentation, qui est peut-être le pilier numéro 1, mais c'est pas le seul, il y a le côté une alimentation largement végétale. Elle n'est pas forcément végétarienne ou végane, même si on en trouve, mais elle est quand même largement végétale, cette alimentation. Et c'est souvent des gens qui mangent des produits frais et souvent les gens que j'ai rencontrés étaient très très contents de me dire qu'ils avaient leur petit potager, ils cueillaient leurs fruits. Il y a des nonagénaires très contents de nous montrer qu'ils montent dans les arbres pour aller cueillir leurs fruits. Des personnes âgées de plus de 90 ans quand même qui montent dans l'arbre. Ça va être impressionnant. Et ouais, très impressionnant. Et puis des gens comme au Costa Rica que j'ai rencontré qui mangeaient. Là, je pense à un petit monsieur Pachito, une rencontre extraordinaire. Un monsieur qui avait 100 ans quand je l'ai rencontré, il est mort à l'âge de 107 ans en 2024. Et lui, il faisait du cheval quand je l'ai vu, quoi. Il faisait du cheval. Il se baladait pour aller voir ses amis et des repas hyper simples. Et c'était. Il avait plus beaucoup de dents, donc en fait, je lui ai demandé ce qu'il mangeait de la viande de temps en temps. Il me dit non, de toute façon, je peux pas. Et ça lui posait aucun problème. Et lui, il avait de toute façon l'habitude de manger des choses vraiment très très simples. Hein. C'était haricots, riz, courges et des œufs un peu. Et puis voilà, en gros, c'était surprenamment simple, on va dire. Et puis après, il y a tout un aspect communautaire. Il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de respect des générations plus anciennes. Ça, c'était systématique. Et j'ai souvent vu des gens avec beaucoup d'humour, vraiment très sympas. Et puis, la discussion que j'avais avec ces centenaires, mais à chaque fois, j'étais mort de rire. C'était des gens hyper drôles. Et je pense que quand on est drôle et sympa, peut-être que ça donne plus envie aux générations suivantes de s'occuper de nous et de venir nous voir, hein, ce qui nous maintient en vie, ce qui nous donne un rôle et un but même. Et il y a plein de choses comme ça, mais l'alimentation, je dirais que c'est un des aspects. Après, il y a aussi, et tu en parles un petit peu d'ailleurs dans ton livre que j'ai presque fini, là, c'est quoi le bonheur pour vous? Mais effectivement, il y a quelque chose qui est important, c'est que la plupart de ces gens, ils font une activité physique sans s'en rendre compte. Puisque quand c'est, notamment je pense à Sardaigne, à Villagrande Strisaili, qui est un des villages où il y a vraiment une proportion très importante de personnes âgées en excellente santé, les pentes elles sont comme ça. Hein. Donc pour aller voir ton voisin d'à côté, tu fais déjà c'est du bon cardio, quoi. Donc ce que tu dis là, il y a l'alimentation, le sport, enfin en tout cas on va dire le mouvement, le lien social, des gens qui sont drôles, en tout cas qui ont gardé leur humour. Est-ce que tu as noté aussi d'autres choses? Alors, j'ai posé la question. Alors, ça n'a pas été étudié du tout par Dan Buettner et je pense que malheureusement, il n'est pas trop ouvert sur la question. Parce que j'ai pu discuter avec lui quand je l'ai rencontré à Okinawa. Hasard total. J'ai fait mes recherches à Okinawa en 2018 et je décide comme ça d'y aller au mois de mars, 10 jours. Voilà. Décision. Les prix des billets d'avion n'étaient pas chers à ce moment-là. J'étais disponible. J'y vais. Paf. Il se trouve que Dan Buettner, il faisait une conférence le lendemain de mon arrivée. C'était la première fois qu'il venait à Okinawa depuis 12 ans. Donc, j'ai pu le rencontrer, j'ai pu discuter avec lui pas mal. J'ai pu faire une mini vidéo très courte. Il était claqué. Il avait le décalage horaire dans les dents. Il m'a dit, on va pas faire long. Ça a duré 5 minutes, mais bon, c'était déjà ça. Et j'ai pu après rediscuter avec lui plus tard. Et je pense que la question des injections, par exemple, c'est quelque chose qu'il n'a pas voulu évoquer. Mais à chaque fois que j'ai rencontré des personnes très âgées en bonne santé, je leur demandais, ça date de quand vos dernières injections? Ils disaient, j'ai bien dû avoir un truc quand j'étais petit, mais je me souviens plus. Enfin, c'était pas des fanatiques de la médecine, des progrès de la médecine, on va dire. Hein. Voilà. D'accord. Ouais, ça m'étonne pas. Pas du tout. J'avais noté aussi dans ces points communs qu'il y a dans ces différents pays, l'idée qu'ils sont tous une dimension spirituelle. C'est-à-dire tu vois, ils cultivent une forme de spiritualité. Oui, alors ça, il y a un peu de ça, et c'est vrai que par exemple, quand je suis allé à Villagrande Strisaili, donc en Sardaigne, j'y suis allé 2 ou 3 fois, je me souviens plus. Et quand j'y suis allé pour faire vraiment mes recherches et rencontrer les centenaires et les nonagénaires en super forme, j'arrivais, hasard encore, le jour où c'était la fête des anciens pendant les vacances de la Toussaint. Et donc, c'était vraiment une grosse fête. Ils rassemblaient tous les anciens
pour une messe spéciale, donc dans l'église du village. Et puis il y avait des journalistes anglais de la BBC, de Sky News et de je sais plus quoi, qui venaient en profiter pour l'événement. Moi, c'était le hasard que je vienne là ce jour-là. Et donc oui, effectivement, il y a cette vie religieuse, mais qui est, j'ai envie de dire, liée à la génération à laquelle on s'adresse aussi, parce que cette religiosité en Italie, elle est plus aussi importante chez les nouvelles générations. Et puis j'ai quand même discuté malgré tout avec des centenaires dans différents endroits qui n'avaient pas forcément de foi, en tout cas religieuse, j'entends, mais souvent, moi j'ai envie de rajouter l'humour. Si on parle de spiritualité, quand quelqu'un est drôle, c'est pas un hasard total. Et je pense que cette dimension-là aussi est très, très importante. Une certaine philosophie de la vie, en tout cas. Des gens qui prennent les choses avec beaucoup d'humour et de détachement. Et ça aide aussi parce que quand tu vois que ton corps, à 100 ans, tu n'as pas le même corps qu'à 30 ans. Ouais, hein, et quand tu arrives à être détaché et puis prendre ça à la rigolade aussi, j'ai envie de dire, tu as tout gagné. Alors que quelqu'un qui se morfondrait en disant « Ah, c'est horrible, maintenant j'ai mal là, puis j'arrive plus à faire ci ou ça. Ah, c'est horrible, je suis vieux, machin. » Là, oui, il va peut-être pas durer aussi longtemps que quelqu'un qui en rigole et qui voit ça avec beaucoup de détachement, quoi. Ouais, c'est clair. On peut dire en synthétisant qu'ils ont la foi, en fait, peut-être tout simplement. Exactement, d'une certaine manière, on peut dire ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai remarqué aussi qu'ils étaient, tu l'as dit quand même entre les lignes, tous quasiment, ils sont proches de la nature, voire dans la nature. Alors, oui. Loma Linda, un petit peu moins, parce que c'est une ville qui n'est pas une toute petite ville en Californie. Alors, eux, pour le coup, ils ont une foi parce que c'est la plupart du temps des adventistes du 7e jour. C'est un groupe chrétien particulier, enfin, comme il y en a plein aux États-Unis. Hein. Et eux, ils sont très centrés sur l'alimentation, pour le coup. Quand tu rentres dans le supermarché local, c'est pas précisé, mais il est végétarien, en fait. Il n'y a pas de viande ni de poisson, du tout. Mais c'est normal pour eux. Hein. Et donc, tu arrives, le début du supermarché, c'est plein de bouquins sur des recettes végétariennes, en gros. Voilà. Excellent. Et bon, après, c'est des gens qui ont une vraie pratique religieuse. Pour le coup, ça fait partie de leur croyance qu'il faut manger végétarien, voire vegan. Et il y avait d'ailleurs un cardiologue, Wareham, je ne sais plus comment il s'appelle, son famille, qui est mort à l'âge de 104 ans ou 105 ans, il y a pas très très longtemps. Et lui, il était végétarien de naissance et il a choisi de devenir vegan à l'âge de 55 ans. Donc, il a vécu la deuxième moitié de sa vie vegan, tu vois. Donc, et cardiologue, hein, donc qui opérait justement, qui disait encore des artères de gens qui mangent de la viande, machin. Enfin bref. Ah ouais, non. À ce point-là. Donc, je reviens à la nature. Est-ce que tu as pu constater qu'ils étaient quand même soit proches de la nature, soit vraiment en pleine nature? Alors, en tout cas, en Sardaigne, à Ikaria, même Okinawa. Et Costa Rica, oui, c'est vrai qu'il y a cette proximité de la nature, puisque c'est quand même souvent c'est des communautés un petit peu reculées, des petits villages. En Sardaigne, c'est vraiment la montagne. Hein, le village n'est pas très grand, puis tout de suite, tu as les étendues, tu as les prairies de montagne, un peu de forêt, des choses comme ça. Ouais. C'est vrai qu'effectivement, il y a ce lien avec la nature, forcément, du fait du contexte du lieu où ils habitent. Oui, c'est exact. Ouais, c'est ça. Ouais. Martinique aussi, j'imagine, forcément, tu es sur une île. J'imagine, c'est pas très grand, tu as la mer juste à côté. Oui. Ouais, alors, je ne suis pas encore allé, donc il faudra que j'aille valider. Hein, mais... Oui, carrément. Parce que j'allais dire, Martinique, c'est récent, en fait, qu'on les zones bleues. Ouais. Alors, c'est Michel Poulain, donc, qui est lui avec Gianni Pes qui ont découvert et qui ont donné ce nom de zone bleue qui paraît très poétique. En fait, c'est juste la couleur du stabilo qu'ils utilisaient pour entourer les villages où il y avait une mortalité inhabituellement basse en Sardaigne. Donc voilà, c'était des villages entourés en bleu. Voilà, c'est tout. Mais bon, en tout cas, il a été faire des recherches. En fait, lui, il regarde les statistiques de mortalité. Après, il va vérifier que tout est juste en regardant les registres de décès, de naissance, etc. dans les mairies. Enfin, il fait un travail très, très poussé comme ça. Et c'est comme ça qu'il a pu déterminer que certains endroits que peut-être certaines personnes estimaient être des zones bleues, en fait, c'en était pas. Parce que si on n'a aucune preuve de l'âge des gens et que quand tu vas aller voir une année, ils te disent j'ai 95 ans, tu reviens un an plus tard, ils sont passés à 105 ans. Enfin, quel crédit donner à ça, quoi, tu vois? Donc là, lui, il se base vraiment sur des registres très, très propres. Il a fait des tableaux Excel incroyables. Il a un suivi vraiment très, très méticuleux des dates de naissance, de mort, etc. Il se balade dans les cimetières pour vérifier les dates. Est-ce que ça concorde bien? Enfin, non, c'est vraiment très, très poussé son truc. Et en Martinique, il a pu valider seulement, je ne sais plus, c'est 2024, hein, c'est ça. Hein. Il a pu valider, il y a que 1 an et demi, finalement, que la Martinique était une zone bleue et qu'il y avait, et je crois qu'il y a je crois que c'est 3 fois plus de centenaires qu'en métropole, en proportion, par exemple.
Ok. Même en tenant compte du fait qu'il y a une émigration ou des choses comme ça, il y a vraiment quelque chose de particulier en termes de longévité en Martinique qui peut-être ne va pas durer, hein, parce que ces centenaires-là sont des gens qui ont travaillé sur des plantations de bananes avant le chlordécone, avant un pesticide très controversé. Mais en tout cas, ces personnes très âgées, il y en a un paquet et elles vivent a priori bien actuellement en Martinique. Donc c'est tout récent cette découverte. C'est quand même assez dingue, je trouve, de me dire que, tu vois, dans toutes ces régions qui sont quand même très opposées les unes des autres, se dire qu'ils font à peu près tous les mêmes choses et que ça leur permet justement de vivre en bonne santé et donc du coup de tenir jusqu'à plus de 100 ans, quoi. C'est comme s'il y avait une recette, tu sais. Bah oui, c'est ça, et ça va, j'ai envie de dire, c'est pas en corrélation avec les croyances de ce qu'on pense qui est bon ou pas. Parce qu'aujourd'hui, tu entends plein de choses sur ce qu'il faut faire ou pas faire, etc. Et tu as des gens qui, par exemple, et c'est un peu la mode en ce moment, qui disent « Ah, faut surtout pas manger de légumineuses, extrêmement dangereux pour la santé, les lentilles, les pois chiches, les machins. » Bah désolé, à chaque fois que je vais dans les zones bleues, c'est tout le temps quelque chose d'important. Alors peut-être pas en Martinique parce que je suis pas encore allé voir ce qu'ils mangent, mais en tout cas dans les 5 que j'ai vus, oui, les légumineuses ont une place importante dans l'alimentation. Donc qu'on m'explique alors dans ce cas-là comment ça se fait qu'ils sont pas morts de ces légumineuses. C'est clair. Mais moi je pense que c'est une combinaison. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Il y a une vraie combinaison. Oui. J'en parle d'ailleurs dans mon livre. Pour résumer, moi, je parle de sport, de sommeil, d'alimentation, justement d'avoir la foi aussi, de se rapprocher de la nature. D'ailleurs, est-ce qu'ils pratiquent des exercices de relaxation ? Alors, j'ai demandé des choses comme ça. Il est possible, enfin, à Okinawa, c'est possible parce qu'il y a cette tradition asiatique qui, voilà, j'ai vu des gens qui faisaient des choses genre tai chi ou des choses comme ça, mais c'est pas systématique, non. En fait, c'est des gens. Enfin, en tout cas, je pense au Costa Rica, par exemple, c'est des gens qui ont une vie simple, où on n'est pas dans la course en permanence. Donc, il y a un côté presque zen qui est normal. Et puis, on passe du temps avec les amis, puis on rigole, et puis on joue, puis on raconte des blagues, etc. Et en fait, cette zénitude, elle est pratiquée par... tu en parles un peu dans ton livre d'ailleurs de slow life, il y a un côté un peu comme ça, de vraiment on prend le temps et on profite tout simplement. Exactement, ouais. Justement, la question qui se pose, c'est comment on peut transposer ce qui se vit dans ces zones bleues dans nos sociétés ultra anxiogènes et hyper stressantes. Ouais, c'est ça la grosse question, et c'est pour ça que moi j'ai enquêté pour savoir déjà ce qui a l'air de vraiment fonctionner en cas réel et pas dans la croyance qu'il faut faire comme ça parce que j'entends plein de gens disent que c'est vrai. Enfin, moi, j'ai lu ce bouquin des Blue Zones, mais je me suis dit, chouette, j'ai envie d'aller vérifier que ce qu'il dit, c'est vrai, quoi, tu vois. Moi, je m'arrête pas juste au livre, oui, il a dit ça, donc c'est vrai. Enfin, moi, je suis chercheur de formation. Enfin, toi, j'ai fait un doctorat, donc j'aime bien aller creuser puis vérifier les informations. Et c'est comme ça, c'est pour ça que je me suis formé aussi à cet institut de santé en Floride, et je me suis formé avec Tal Chaleur aussi. En 2011-2012. Donc voilà, j'ai fait des recherches et puis je viens expérimenter, vérifier ou pas, valider ou pas, etc. etc. Et donc, moi, ce que je dis déjà, c'est que son alimentation, on a un pouvoir dessus, très clairement. Oui. Et ça, il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas dans notre vie. Mais ça, notre alimentation, on peut, n'empêche. Donc, je trouve ça chouette de pouvoir le faire. Et n'importe qui peut tester la diminution ou l'arrêt des produits laitiers de vache pour voir ce que ça fait. Moi, c'est ce que j'ai testé à l'époque. C'était en 2006 ou 2007. Non, c'est 2005-2006, je ne sais plus. Et c'est là que j'ai vu que ça avait des répercussions énormes sur mon niveau de vitalité et de santé. Voilà. Et ça, c'est pas compliqué, tout le monde peut le faire, tu vois. Donc, et voilà, donc j'explique un peu voilà, quelles sont mes approches dans ce livre-là sur l'alimentation. J'arrête de creuser ma tombe avec mes dents. Et après, du coup, j'ai créé des programmes en ligne sur la santé. En fait, quand je découvre des choses, je me dis, mais j'ai pas envie que ça reste juste une connaissance comme ça. J'aimerais pouvoir la transmettre. Et c'est là que j'ai commencé à créer des programmes en ligne à partir de 2016. Et c'est là que j'ai découvert l'alimentation numéro 1, mais les émotions hyper importantes, parce que si on mange super bien, mais qu'on a une colère permanente et que voilà, et que en fait on en veut à tout le monde en permanence et que on n'arrive pas à prendre de recul, qu'on broie du noir, excuse-moi, on va pas être en bonne santé, malgré l'excellent contenu de son assiette. Tu vois. Bien sûr. Mais ça, c'est un peu l'histoire du poule et de l'œuf, et de la poule et de l'œuf, dans le sens où est-ce qu'il faut commencer par exemple, avoir une bonne alimentation pour avoir une bonne hygiène de santé mentale, ou est-ce qu'il faut d'abord commencer par notre santé mentale pour être bien dans notre corps ?
Bah, j'ai envie de dire, ça dépend de tout le monde. Il y a des gens qui ont peut-être pas. Ça dépend de l'urgence qu'on ressent. Ça dépend du ressenti de chacun. Il y a des gens qui vont se dire, ah bah tiens, moi, arrêter les produits de vache, j'ai jamais pensé. Bah, je peux tester pour voir ce qui se passe. Et puis il y en a d'autres qui sont c'est tellement compliqué la nourriture. Il y a une relation tellement difficile, émotionnelle, etc. Que peut-être eux, il faudra commencer par apprendre à extérioriser ses émotions. Et effectivement, c'est le sujet de cet autre livre, l'hygiène émotionnelle, le chaînon manquant à votre épanouissement. Et j'y enseigne des façons inhabituelles pour le coup de vivre les émotions avec son corps afin de plus porter un poids qui peut être rapidement insupportable parce que les émotions, c'est des énergies, ça existe vraiment, même si on peut pas les peser, les mesurer la taille ou quoi, ou la température. N'empêche que ça existe vraiment et ça a des conséquences bien physiques. Hein, ça se mesure. Ça, pour le coup, ça va se mesurer. L'accélération du rythme cardiaque, l'accélération de la respiration, enfin bref, les poils qui se hérissent. Voilà, on peut mesurer des choses comme ça. N'empêche que ces énergies qui sont les émotions, on doit en faire quelque chose. Elles ont un rôle, elles sont pas là pour rien. Et j'explique que par le corps, on peut les extérioriser, comme le font les tout petits enfants, certains peuples premiers ou des animaux, et en fait, on peut s'en inspirer et c'est magique les résultats qu'on peut avoir sur son bien-être et sur sa santé. D'autant qu'on fait le pont maintenant, les scientifiques font le pont entre ce qu'on mange et ce qu'on pense, d'où l'importance aussi d'avoir une alimentation saine. Toi, tu proposes pour essayer d'enlever les produits laitiers, mais on pourrait aussi essayer d'enlever le gluten, tu vois, pour tester, pour voir ce que ça donne. Moi, j'aime bien l'idée, de se positionner un peu comme un chercheur pour soi-même et de tester des choses, quoi. Ouais. C'est ça, c'est l'expérience, c'est le pouvoir de l'expérimentation, c'est une approche empirique hyper intéressante. J'essaye un truc, qu'est-ce qui se passe? Moi, spoiler, personne ne meurt d'une carence en gluten. Hein, ça n'existe pas, ça. Hein. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller, vous pouvez tester. Après, c'est un peu plus difficile que les produits laitiers de vache, peut-être. Quoique, ça dépend peut-être des personnes, mais ça dépend d'où on habite aussi. Enfin, la France, c'est peut-être pas le pays le plus facile pour tout ça. Hein, je suis bien conscient. mais n'empêche que je trouve que c'est des expériences qui valent le coup d'être testées et on sent des choses. C'est ça qui est intéressant, c'est que le corps nous communique des informations et à nous d'être à l'écoute. Toi, qu'est-ce que tu sens? Tu l'as dit rapidement, que tu te sentais mieux, que tu avais plus de vitalité, mais je sais pas, est-ce que tu ressentais aussi, par exemple, d'être plus créatif, d'être plus connecté à ta partie intuitive, tu vois, d'être plus réceptif peut-être aussi quand tu échanges avec les gens? Est-ce qu'il y a vraiment des bienfaits qui sont vraiment, tu vois, qui sont assez importants, quoi? Alors, par rapport à l'alimentation, j'ai pas fait ce lien à l'époque, mais c'est possible en fait après coup, parce que quand on a une plus grande légèreté, une plus grande fluidité au niveau corporel, forcément au niveau du cerveau, ça va se répercuter. Après, il y a des gens qui ont fait des liens très importants entre des dépressions et des intolérances au gluten, par exemple. Oui, bien sûr. Donc là, j'ai envie de dire, c'est quand même magique, quelqu'un qui est vraiment en dépression et qui sort de la dépression grâce à des changements alimentaires, je pense que c'est très, très, très important. Et c'est dommage de passer à côté. Moi, j'ai pas senti ça. Par contre, l'apprentissage de l'extériorisation des émotions, ça, oui, ça m'a beaucoup apporté parce que tout d'un coup, là, il y a une légèreté mentale qui s'installe du fait d'avoir simplement extériorisé des émotions qui autrement me parasitaient. Donc oui, c'était super important. D'autant quand on s'intéresse un peu au côté psy, on sait que c'est hyper important justement d'externaliser nos émotions, toute émotion, hein, joie, stress, peur, etc. Et je pense à notamment une image qu'on pourrait s'inspirer du règne animal. On voit, tu sais, quand tu as, je sais pas, une gazelle qui s'est fait courser par un lion, assez rapidement, dès qu'elle se retrouve un peu en sécurité, elle va se secouer, tu sais, partout, justement en fait pour sortir un peu le stress qu'elle a eu. Exactement. Et nous, on pourrait faire pareil, en fait. Exactement. C'est exactement ce que j'enseigne. C'est l'exemple de l'Impala qui vient du livre Le réveil du tigre de Peter A. Levine et qui explique effectivement que il y a un figement qui peut se mettre en place en cas de stress très important. Donc la gazelle, elle tombe au sol en fait, mais comme morte, hein, elle bouge plus. Hein. Et la lionne peut la croquer, c'est fini. Ou au contraire, la lionne peut s'en désintéresser parce qu'en fait, c'était trop facile ou bizarre. Donc, elle s'en va. Et quelques minutes après, la gazelle va se mettre à tout d'un coup à trembler de tout son corps, mais très fortement, accélérer la respiration. Et hop, après, elle repart, c'est fini. Elle a évacué totalement le traumatisme par cette pratique que nous, on peut faire aussi en tant qu'être humain. C'est ça. En fait, l'idée, c'est de se body check.
C'est ça, c'est de secouer en fait de partout. Exactement, exactement. Ouais, et il y a une thérapie qui a été créée comme ça, Tremor Release Exercise, donc exercice de comment on appelle ça, de lâchement des tremblements, quoi, aux États-Unis. Et en fait, bon, après, il y a des gens qui peuvent se former à ça ou voir des spécialistes de cette pratique-là, mais soi-même, on peut pratiquer effectivement ce tremblement très fort. Et pour des gens qui souffrent de stress post-traumatique, c'est infiniment plus efficace que la psychothérapie. La psychothérapie donnant très très peu de résultats pour un stress post-traumatique, parce qu'en fait, c'est le corps qui a besoin de lâcher quelque chose qui s'est engrammé en lui. C'est pas le cerveau qui doit. Non, c'est le corps. Et donc, quand le corps lâche ça, c'est bon, c'est réglé. Ouais, je suis d'accord. Surtout que moi, c'est ma perception. Hein. J'ai l'impression qu'on est dans une société où on est des cerveaux sur pattes, tu sais, parce que justement, on n'est pas connecté à notre corps. Donc toi, tu dis que dans ce bouquin, tu reconnectes les gens à leur corps, en fait, finalement, c'est ça? Exactement. En fait, on permet à son corps de faire ce pourquoi il est prévu. Le mot émotion, ça parle d'un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, il y a bien quelque chose qui doit circuler. Et si on est juste dans quelque chose d'intellectuel, de mental, en fait, le gros risque, c'est de tourner en rond et de ne pas permettre à l'émotion de sortir. La porte de sortie, c'est le corps. C'est aussi bête que ça, entre guillemets. Ouais, je vois. Tu sais, pour moi, la santé, elle est toujours multifactorielle. On a parlé d'alimentation, on a vu avec les zones bleues, il y a quand même aussi plusieurs paramètres, on va dire, qui nous permettent d'être en bonne santé. Moi, je suis convaincu aussi que dans les piliers, on va dire, les fondamentaux, de remettre du mouvement dans sa vie aussi, ça me paraît mais tellement évident dans nos sociétés qui nous ont sédentarisés. J'imagine que tu en parles aussi beaucoup dans tes activités. Alors, je parle un peu moins de ce mouvement parce que moi, j'aime bien faire du sport, je fais de l'escrime, voilà, j'adore ça, mais je suis pas un spécialiste du sport entre guillemets, et j'aime bien tout simplement l'idée et ça t'en parles dans ton livre pour le coup, en fait, d'utiliser tous les prétextes pour bouger. Donc, par exemple, ne serait-ce que ne pas prendre l'ascenseur, rien que ça, mais c'est énorme, c'est énorme. Ouais. Tellement de gens ont pris l'habitude de juste attendre et hop. Et en fait, remettre son corps en mouvement, monter les escaliers, et c'est un super bon exercice à plein de niveaux. Marcher, éviter quand on le peut. Pour ceux qui prennent les transports en commun ou la voiture, se garer un peu plus loin ou bien s'arrêter à un arrêt de métro ou de bus plus tôt. Et n'empêche que ça, c'est hyper intéressant. Alors, il se trouve qu'à Paris, quelqu'un qui vit normalement marche beaucoup parce que tu es obligé, en fait. Donc, c'est vrai que les Parisiens sont sportifs malgré eux et c'est très bien, et tant mieux. Et ça compense plein de travers de la ville. Mais à la campagne, malheureusement, beaucoup de gens, ils sont dépendants de la voiture et ils perdent ce mouvement. C'est bien dommage. Tout à fait, tout à fait. Et la nature aussi, pour moi, ça fait partie des fondamentaux. J'essaye du mieux que je peux tous les jours de passer une demi-heure, 1 heure, tu sais, en pleine nature, quitte à faire une marche, par exemple, tu vois, en pleine forêt, pour associer les deux. Est-ce que toi aussi, tu parles de ça ? Alors, j'en parle. Je crois pas l'avoir. Dans l'hygiène émotionnelle, c'est vraiment une partie de l'approche, effectivement. Oui. J'ai tout un chapitre là-dessus, effectivement. La nature peut servir de réceptacle de nos émotions et comment dire. On peut s'en inspirer aussi. C'est-à-dire qu'elle nous donne des exemples par les animaux, par le fonctionnement naturel qu'on peut observer autour de soi. Comment un cheval peut fonctionner, un chien, n'importe quel animal qu'on croiserait dans la nature. C'est hyper intéressant. Et effectivement, des bains de nature, notamment dans des... ça dépend des forêts qu'on a autour de soi, mais ce qui est très sympa, c'est des forêts de conifères, parce qu'en plus, on a les huiles essentielles qui se baladent, qui sont bénéfiques pour les poumons, etc. Et puis, toi qui es près de la mer, la mer, en fait, c'est du sérum de Quinton par milliard de litres. C'est extraordinaire. On a un médicament à disposition brillantissime. Moi, j'anime depuis juin 2022 le club privé santé, dans lequel j'interviewe tous les mois et maintenant tous les 2 mois un expert de santé alternative ou naturelle, entre guillemets. Il y a énormément d'outils à notre disposition qui sont prodigieusement efficaces. Simplement, ils ont été discrédités, oubliés, banalisés, etc. Alors que non, ils sont extrêmement puissants. Et l'eau de mer est un médicament extraordinaire. Voilà. Alors, on peut bénéficier de l'eau de mer de plein de façons différentes, évidemment, mais ne serait-ce que s'y baigner, même quand il fait pas chaud, c'est génial, c'est génial. Tout à fait. Et on se sent vivant, on est connecté électriquement au potentiel électrique de la Terre, on se recharge en électrons,
on se récupère un peu d'iode. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça vraiment hyper intéressantes. La nature nous donne tout ça, c'est dommage de passer à côté. Tout à fait. D'ailleurs, c'est une bonne transition parce que ça me fait penser à ça. Tu parles de se reconnecter à la Terre. Moi, très souvent aussi, quand ça s'y prête au niveau du climat et que je me retrouve en pleine forêt, j'enlève mes chaussures justement, pour marcher pieds nus et pour me connecter à la Terre et aux champs électromagnétiques terrestres. Et je trouve que ça, vu qu'on nous l'a pas appris, je pense que c'est compliqué déjà pour la plupart d'entre nous de se dire, tiens, je vais enlever mes chaussures et je vais me mettre pieds nus. Mais ça me paraît tellement évident de le faire. Est-ce que tu en parles aussi dans le cadre de... Ouais, okay. Ah, complètement. J'ai fait un épisode complet du Club Privé Santé justement sur la connexion à la Terre. Okay. En anglais, on appelle ça le earthing. Et donc, j'ai invité Gaëtan Chevalier, qui est un Québécois, président du Earthing Institute en Californie et qui fait des études depuis une vingtaine d'années sur le sujet. Et en fait, on peut bénéficier de ça soit en marchant dehors, pieds nus sur un sol naturel. Le ciment marche aussi d'ailleurs, il est conducteur. Ah donc, ouais, il conduit, le ciment. Pas le macadam est isolant, mais le ciment, le béton, c'est conducteur. Et donc, on peut bénéficier des électrons de la Terre qui vont aller jusqu'aux pieds, qui sont un endroit extraordinaire pour recevoir ces électrons de la Terre. Mais on peut, pour ceux qui n'ont pas accès à la nature comme ça, il y a aussi des équipements de earthing, de connexion à la Terre. Par exemple, des surmatelas qu'on peut connecter à la prise de terre de son bâtiment. Et en fait, la prise de terre, c'est quoi ? C'est une prise qui n'est pas connectée au système électrique et qui va jusqu'à une fiche métallique plantée dans le sol, sous la maison ou sous le bâtiment. Et donc là, on peut également récupérer des électrons de la Terre de cette façon-là. Tout à fait. C'est Marion Kaplan, que tu dois connaître, qui m'a fait découvrir ça. Elle a son petit tapis, tu sais, quand elle bosse, où elle met ses pieds nus justement en dessous de la table, là, sur ce petit tapis qui est branché effectivement à une prise terre et qui lui permet d'être connecté à la Terre. Voilà. Moi, j'ai un tapis sur ma table de bureau. Donc, à chaque fois que j'utilise ma souris, en fait, ma main est connectée à la Terre. Ah oui, énorme. Okay. Et c'est des petits tips comme ça, comme tu dis, en fait, il y a plein d'outils comme ça qui sont extrêmement simples, qui ne demandent pas beaucoup d'argent aussi pour beaucoup d'entre eux. Après, si on veut, on peut toujours mettre beaucoup d'argent sur plein de choses. Mais en fait, il y a plein de choses qui coûtent pas cher, qui sont gratuites. Après, le tout, c'est d'avoir la connaissance parce que ces connaissances, elles sont bien cachées par les médias, par le corps médical qui n'y connaît rien parce qu'ils connaissent pas la santé. Hein. Ils ont appris à des protocoles de soins avec des molécules brevetées, etc. Mais la santé, ils n'y connaissent strictement rien. Non, mais vraiment. Hein. Et je pense même que c'est les personnes les moins compétentes pour parler de santé, carrément. Donc ça veut dire qu'il faut malheureusement ou heureusement, je trouve que c'est génial de pouvoir récupérer cette souveraineté. Mais en tout cas, il faut un moment prendre son courage à deux mains, faire des lectures, se poser des questions et puis expérimenter. Et c'est là qu'il y a des choses qui peuvent être découvertes et qui sont génialissimes. Et que moi, j'essaie de mettre en avant. Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça que moi, je parle de l'idée de chercheur, tu sais, de se positionner comme un chercheur pour soi-même. Et effectivement, de remettre en tout cas en question ce qu'on nous dit et de ne pas croire à 100% tout ce qui est véhiculé et de faire ses propres recherches, comme tu le fais très bien aussi de ton côté, pour voir réellement ce qui nous convient, quoi. Et chacun, pour moi, c'est important à la souveraineté et c'est à chacun de faire cet effort-là. Et plein de gens aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas l'envie de faire des recherches par eux-mêmes. Donc, ils attendent l'information toute crue qui tombe comme ça. Sauf que l'information, la première information qui tombe, en général, elle est de mauvaise qualité, en fait. C'est l'information de la propagande, c'est l'information de l'industrie de la maladie et elle n'est pas dans notre intérêt, très clairement. Mais encore trop peu de gens sont au courant de ça et l'ont compris. Oui, c'est ça, parce que moi, je vois bien autour de moi, sans citer de nom, j'ai des personnes autour de moi qui préfèrent se cacher les yeux et ne rien entendre parce qu'elles me disent que sinon, ça leur ferait trop souffrir. Tu vois, ce serait trop dur, en fait, pour elles-mêmes. Et c'est pour ça que ça, c'est très important parce que parce que c'est vrai que c'est difficile. Quand on voit la réalité telle qu'elle est, sans filtre, sans fausse croyance qui vient cacher les choses, elle peut faire peur. Et je le comprends. Et moi-même, pendant mes études, j'ai pris conscience de plein de choses. Voilà, j'ai fait un doctorat en recherche environnementale. À l'époque, c'était sur les agrocarburants, donc ce qui était des carburants soi-disant verts, etc., etc. Je me suis rendu très rapidement compte que c'était une arnaque et que
mathématiques autour du changement climatique, c'était une arnaque aussi. Voilà, donc du contrôle. Et pourtant, j'étais à fond dedans, hein, j'y ai cru. Voilà. Et j'ai compris ça. Je l'ai exprimé à petite dose auprès de la fondation qui finançait mon travail de recherche. Et je me suis fait violenter verbalement par une personne de la fondation parce que ça n'allait pas dans le sens de ce que son entreprise voulait. L'entreprise en question, c'était Total. Eux, ils voulaient verdir leur image avec les biocarburants. Je leur dis c'est n'importe quoi. Dis donc, là c'est fini quoi. Oui, forcément. Tu vas à contre-courant du système, donc forcément. Exactement. Et après, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai découvert ça au niveau environnemental où après à peu près tout, c'est n'importe quoi. Et l'histoire du changement climatique, c'est un espèce de faux sujet pour cacher les vrais sujets environnementaux pour moi. Et ça, je l'ai compris progressivement. Et dès qu'on commence à faire des recherches sur quelques sujets que ce soit, c'est à peu près tout le temps pareil. C'est-à-dire que ce qu'on croit et qui paraît établi, en fait, est un grossier mensonge. Et il faut aller creuser pour aller voir quelle est la réalité et quelle est la vérité derrière. Moi, je trouve ça passionnant, mais ça demande du boulot. Ouais, ça demande du temps, de l'énergie, des remises en question, du déconditionnement aussi. Complètement. Parce que c'est quand même pas simple. J'en parlais ce matin, il y avait un gars qui m'interviewait sur son podcast et il me disait par où il faut commencer, Julien? Et je lui disais peut-être qu'il faut déjà commencer justement par se déconditionner. Parce qu'on est tellement conditionné, tu le dis très justement, tu vois, l'information qu'on gobe la première, c'est celle qui arrive et c'est souvent celle qui est la plus fausse. Et donc, c'est tout un travail en fait de se déconditionner. Comment t'as fait toi d'ailleurs, pour te déconditionner? Est-ce que le travail a été long? Est-ce que ça a été un long cheminement? Alors du coup, là, c'est vraiment le sujet de ce livre-là, quand les masques tombent. Ouais, ok. Et alors, ça a pris un certain temps. Et j'ai envie de dire, c'est le travail de toute une vie. Hein. Je suis parfaitement conscient que les sujets que j'ai pas encore explorés, c'est des sujets où j'ai forcément un conditionnement. Et chaque chose en son temps. Moi, je m'intéresse à la santé, je m'intéresse à la chronologie, je m'intéresse à la politique, je m'intéresse à plein de choses. Et tout est d'ailleurs interconnecté. Mais comment se fait son déconditionnement? Déjà, en fait, j'ai envie de dire, c'est une approche. Le déconditionnement, c'est une démarche scientifique en elle-même. C'est-à-dire que on nous met une théorie en face, à nous de vérifier qu'elle est vraie ou pas, cette théorie. Et donc, par une démarche logique, parfois d'expérimentation quand c'est possible, ou de remise en question de certains principes, on va se rendre compte que la théorie n'est pas bonne. Ça veut donc dire qu'il faut l'ajuster, la modifier, ou voire complètement l'éliminer. Et donc, c'est un travail, moi, que j'ai commencé. En fait, j'ai toujours eu un esprit un peu rebelle quand même si j'étais, entre guillemets, dans les premiers de la classe et compagnie, mais malgré tout rebelle. Et donc, j'ai commencé vraiment les grosses remises en question, je dirais. Le plus gros, c'était vraiment ma thèse. Mon doctorat en recherche environnementale en Angleterre, à Imperial College à Londres, ça a été là que j'ai compris dans quoi je me suis embarqué. Enfin, là, ça a été la grosse claque, mais c'était fascinant. En même temps, c'était vraiment un chemin initiatique. C'est comme ça que je l'ai pris et qui m'a fait énormément bouger. Et c'est-à-dire qu'avant, le terreau était déjà dans ce sens-là, mais je n'avais pas vraiment commencé le travail. Et ça s'est vraiment fait à ce moment-là. Et après, j'ai mis ça en application dans à peu près tous les domaines. Voilà. Ok, ouais. Et est-ce que tu viens de le dire, tu t'es pris une grosse claque. Je sais que pendant les périodes de confinement, il y a des personnes justement qui sont pris des grosses claques, justement, ils se sont rendus compte un petit peu de potentiellement comment les choses pouvaient tourner dans notre société. Et ça a été dur. Il y en a qui ont été très en colère, contre le système. Il y en a qui ont fait des dépressions en fait par rapport à ça, tellement c'était violent de comprendre en fait cette info. Toi, tu t'es pris une grosse claque et après comment tu l'as vécu en fait? Donc les confinements et tout ça. Alors moi j'ai dénoncé l'arnaque dès le début en fait. Donc, alors je parle pas du confinement, je parle comment toi t'as vécu comment t'as vécu cette grosse claque que tu t'es prise dans la tête. À l'époque de ma thèse. Ouais. À l'époque j'avais pas les outils, donc j'étais pas en dépression mais en semi-dépression dans le sens. Ouais, quand même. Ah oui non vraiment ouais. À un moment je me suis même dit Total, ils vont me flinguer. Ah ouais, ok. Ah ouais, mais carrément, je me suis dit, ils vont me buter, en fait. C'est-à-dire que la représentante de Total a été tellement violente à mon égard lors d'une présentation auprès de ma fondation. Après, ils m'ont interdit d'utiliser le nom de la fondation lors de mes conférences internationales où je m'exprimais, etc. Je m'en fiche de ne pas utiliser leur nom. Ils ont validé qu'ils finançaient mon travail de recherche jusqu'à la fin, ce qui était déjà ça. Autrement, c'était foutu, quoi. Ouais. Mais ça aurait été compliqué. Je pense que pour leur image, ça aurait été compliqué de dire c'est le premier gars qu'on finance
Il avait un super CV, normalien, bilingue, enfin pas bilingue, mais en tout cas, je parle très bien anglais. J'avais fait des études à l'étranger. J'ai fait des stages aux Nations Unies. Enfin bref, j'avais un super CV. Voilà. Ouais. Sauf qu'en fait, mauvais casting. Parce que je vais pas dans leur sens. Sauf qu'un travail de recherche, c'est ça, c'est un travail indépendant. Le travail de recherche, il doit pas chercher à faire plaisir aux financeurs. Il doit chercher à montrer ce qui est juste et ce qui est vrai. Même si ça plaît pas aux financeurs. Et ouais, c'est comme ça. Pas de bol. Oui, et moi, j'ai joué le jeu. Ce que font très peu de gens, beaucoup de gens qui s'engagent dans un travail de recherche scientifique, ils vont faire plaisir aux financeurs et ils travaillent finalement comme des consultants. Et ben moi, j'ai pas fait ça. Je me suis pas prostitué. Je suis allé au bout de ce que je pensais. J'ai été soutenu, j'ai eu de la chance par mon directeur de thèse qui m'a fait confiance jusqu'au bout et qui m'a motivé à garder mon cap et à dire ce que je pensais être juste. Et du coup, je suis allé au bout. Et j'ai eu ma thèse parce que c'est pas mes financeurs qui me donnent ma thèse, même s'ils sont pas contents. Voilà. On est bien d'accord. Donc voilà. Donc c'était très dur. Et après coup, ça m'a aidé donc je te dis, moi, je suis passé par une phase pas dépressive, mais où j'étais vraiment abattu quand même, abattu. Ouais, je comprends. Et finalement, j'ai réussi à reprendre le dessus parce que pour moi, ce qui comptait le plus, c'était de faire entendre ma voix et de dire les choses, même si ça faisait plaisir à personne et même si ça m'isolait même des autres chercheurs de mon labo. Parce que les autres bossaient comme des consultants de toute façon. Donc, voilà. Ouais, donc j'ai tenu le cap et puis voilà, j'y vais, c'est pas grave. Voilà. Advienne que pourra. Je vois que le temps passe vite. Qu'est-ce que tu pourrais recommander parce que tu sais, tu le vois bien comme moi, on est dans une société qui est ultra anxiogène et très stressante. Qu'est-ce qu'on pourrait recommander aux gens qui nous écoutent pour essayer justement de se détacher du mieux qu'ils peuvent en fait de tout ça, pour reprendre, comme tu me dis, leur souveraineté, de prendre soin d'eux, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait leur recommander de mieux? Moi, je vais revenir à ça pour le coup, l'hygiène émotionnelle. Ouais. Pour moi, c'est incontournable en fait. C'est vraiment incontournable. C'est-à-dire que si on vit dans l'anxiété, dans la peur, dans toutes ces émotions qui sont entretenues et voulues par le système, ça va être très compliqué de faire une démarche de souveraineté. Ou alors, elle sera faite dans une peur qui va être paralysante ou qui va nous faire de mauvais choix. Et en fait, l'idée d'extérioriser ses émotions et de réussir à prendre de la hauteur, ça va permettre de faire de meilleurs choix, d'être plus aligné et de beaucoup moins se planter. Et ça, pour moi, du coup, c'est vraiment incontournable. Ouais, mais alors ça, c'est quand même pas accessible à tout le monde. Bien sûr parce que ah ouais, ok. Je vois pas où est le problème. Si, parce que un petit enfant est capable de faire ça, donc je vois pas. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je dis que c'est pas accessible à tout le monde, c'est un principe de réalité face des individus face à leurs propres émotions. On voit bien en fait que c'est compliqué pour la plupart d'entre nous d'être face à nos émotions. On a peur de la solitude, on a peur de réfléchir à des choses qui pourraient justement remettre en question beaucoup de choses dans notre vie. C'est plutôt dans ce sens-là que je te dis que c'est pas évident, quoi. Peut-être qu'avec ton livre, ça devient facile. Je sais pas. Pour moi, si tu arrives à lâcher tes émotions, tu vois que tout est possible. C'est que tes conditionnements mentaux qui te font croire qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, machin. Et en fait, on peut tellement de choses qu'on ne se permet pas de faire simplement parce qu'on croit qu'on n'a pas le droit de faire. Mais ça, c'est lié à nos conditionnements, c'est lié à notre intellect qui est en suractivité et c'est lié à ces émotions qu'on ne sait pas extérioriser parce qu'on ne nous a pas appris, ou plutôt parce qu'on a appris à ne pas le faire. C'est ça, en fait, ce qui s'est passé. Et donc, on est... c'est ce que je dis, c'est on est des handicapés émotionnels d'une certaine manière. Donc tout est beaucoup plus difficile, forcément. Et ouais, c'est ça. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, avec ton livre, on arrive à reprendre, entre guillemets, j'aime pas le terme, contrôle de nos émotions et à les lâcher assez facilement, quoi. C'est ça. En tout cas, c'est une introduction. Après, moi, j'ai développé tout un poème par rapport à ça, mais c'est une excellente introduction à ça. Et on se rend compte qu'il y a des exercices, des protocoles, des exercices, des façons de faire hyper simples. Et on sent tout de suite la différence. Enfin, c'est presque immédiat, j'ai envie de dire. Et on peut mettre en place une hygiène émotionnelle. On peut apprendre à voir la vie différemment. On peut apprendre à faire de sa vie un jeu, même quand les circonstances donnent l'impression que tout s'effondre, qu'il n'y a rien qui va, etc., etc. En fait, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, mais on s'en rend pas compte. Et là, pour moi, cette approche des émotions, ça change. C'est vraiment un game changer. C'est un truc qui change tout, quoi. Ouais, clairement. Moi, je dis très souvent, tu sais que c'est notre responsabilité citoyenne de prendre soin de soi. Tellement je trouve c'est important, tu vois, dans une société justement
où il semblerait quand même que ça va pas très très bien. Je me dis que si chacun faisait du mieux qu'il pouvait tous les jours pour prendre soin de lui, j'ai tendance à imaginer qu'on serait dans une société vraiment très différente. Alors oui, tu as raison. Alors, je sais pas si j'utiliserai le terme citoyen, parce qu'aujourd'hui, citoyen, ça veut dire quelqu'un qui va voter, qui a le bon crédit social, etc., etc. Enfin, tu vois. Je sais pas si j'utiliserai ce terme. Pas citoyen, mais pas citoyen dans ce sens-là, quoi. Citoyen du monde, citoyen du monde. Oui, voilà. Mais pas connecté à une idée, en tout cas, de système politique tel qu'on l'entend aujourd'hui. Bien sûr. Il me semble que le système qui est présenté comme, en tout cas en France, la République française, c'est une escroquerie monumentale. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a Étienne Chouard dans ton documentaire. Voilà, je pense que c'est quelqu'un vraiment écouté sur le sujet politique. Faut vraiment sortir de ce système-là qui broie les individus en leur faisant croire faussement qu'on est en démocratie, ce qui est complètement pas le cas. Enfin, c'est hallucinant. On est dans l'inverse de la démocratie. C'est fou, quoi. Mais là encore, ça nécessite de prendre du recul. Exactement. Et forcément. C'est pas possible, hein. Alors, il y a beaucoup de gens, ils aiment pas trop réfléchir parce que ça fait mal à la tête. Mais n'empêche qu'à un moment, il faut se poser les bonnes questions. C'est pour ça que c'est important que chacun à notre niveau, parce que ça aussi, je trouve qu'on le voit pas forcément. On est quand même pour moi, des millions de personnes à travers le monde, tu sais, à œuvrer justement pour une société meilleure. En tout cas, pour apporter notre petite pierre à l'édifice d'un monde meilleur. Et ça, on le voit pas forcément. Et moi, je crois à ça, tu sais, à ce pouvoir collectif de ce que tu fais toi de ton côté, de ce qu'on fait nous de notre côté, de tous ces acteurs en fait qui apportent leur petite goutte, tu sais, de colibri, comme on le disait très souvent. Et ça, je pense que ça accélère justement davantage les prises de conscience. Je pense, en tout cas, moi, je sais que ce que j'ai dit depuis pas mal d'années maintenant, ça a aidé des gens, je le sais, parce que je reçois des messages en ce sens-là. Après, bon, c'est plus ou moins possible selon le degré de censure et d'invisibilisation, bien sûr. Mais bon, comme je te dis, maintenant, j'ai une petite fenêtre d'opportunité sur Facebook qui fait que les gens voient mes messages, ce qui n'était pas le cas pendant 5 ans. Bon, bah voilà, j'en profite. Et puis après, voilà, que les gens se renseignent. Je dis plein de choses dans mes livres, je fais plein de vidéos. Enfin, tout est disponible, voilà, depuis mon site ailleurs. Mais en tout cas, il y a plein de gens qui œuvrent effectivement, qui se posent des questions et qui essayent de faire bouger les choses. Et je pense qu'on est de plus en plus nombreux. Et tant mieux, hein, continuons. Ouais, c'est clair. Oui, puis exactement. Ouais. Et tu as une chaîne YouTube aussi qui fonctionne plutôt bien. Ouais, bah oui, j'ai réussi à la sauver malgré les 14 vidéos qui ont été strikées pendant ces sombres années, qui sont toujours sombres, hein, malgré la fausse impression de liberté qu'on a. Hein. Mais c'est pas grave. C'est pas parce que c'est sombre qu'on n'a pas le droit d'être heureux. Hein, on peut décider en permanence qu'on est bien, hein, sans problème. Hein, c'est essentiel. Hein. Et donc oui, elle fonctionne pas trop mal. Bon, je sais pas, il y a des fois, je pense qu'ils invisibilisent un peu, puis d'autres fois, ça marche. Je sais pas pourquoi. Bon, ça, c'est les algos. Aléatoire. Comment on fait pour te retrouver, Jérémy, pour les gens qui aimeraient rentrer en contact avec toi? Alors, il y a mon site, www.jeremy-mercier.com. Puis sinon, je suis sur les réseaux sociaux, un peu tous, toujours sous mon nom. J'ai pas de pseudo. Sur X, enfin, on me retrouve quand même, j'ai quand même mis mon nom, mais j'avais créé un compte secondaire parce je me suis fait bloquer mon compte pendant 2 ans. Le compte primaire sur X. Et du coup, j'en ai créé un autre et j'ai mis un petit trait d'humour. C'était « Je m'y remets, merci ». Donc, sur X, c'est « Je m'y remets », mais bon, j'ai quand même mis le vrai nom, Jérémy Mercier, quoi. Donc, voilà. Si vous tapez mon nom sur tous les réseaux sociaux, vous me retrouvez. Puis, j'ai une newsletter. Là, le mieux, ça reste la newsletter parce que ça, normalement, on ne peut pas me voler ma liste email alors qu'on peut me bloquer ma chaîne YouTube, on peut me bloquer Facebook. Ça, c'est possible. Hein. Ça peut arriver quand ils veulent. Carrément. Donc là, pour s'inscrire à ta newsletter, on va sur ton site, Jérémy Mercier. Simplement, okay. Ouais. Et puis après, si vous voulez prolonger et passer un peu de temps voilà, j'ai mes livres qui permettent de plonger un peu plus loin dans ma façon de voir les choses et ce que je partage. Et j'essaie de partager les choses vraiment très simplement. Je mets pas du jargon, je suis pas là pour m'écouter parler ou passer pour un grand savant, ça m'intéresse pas. Hein. Je suis pas là pour impressionner la galerie. C'est quoi tes prochaines actus? Oula, il y en a trop. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, non, je suis très, très, très occupé. Mais alors, j'ai un club privé santé. Et donc là, sur le mois de novembre-décembre, on travaille sur les guérisons inexpliquées ou miraculeuses. Donc, je reçois prochainement Nelly Kiel, qui s'est guérie d'un cancer du foie il y a 25 ans, alors qu'elle était condamnée. Voilà. Et puis, le mois prochain, on parlera de psychomagie, de psychogénéalogie avec une chamane mexicaine. Enfin bref, j'ai plein de sujets très intéressants
intéressant dans le club privé santé. J'aimerais écrire des choses et faire des vidéos plus sur les injections. Qui sont une arnaque depuis le début, c'est pas nouveau. Des gens pensent ah oui, depuis 2020 c'est pas bien, mais avant c'était bien. Non, depuis le début c'est une arnaque totale. Donc ça, j'aimerais rajouter mon petit grain de sable là-dessus. Et même, tiens-toi bien, sur la question de virus, qui est aussi une arnaque, il y a un concept fumeux qui n'a aucune base scientifique sérieuse. Voilà, donc ça c'est vraiment fascinant. Et donc je ferai des interviews comme ça de personnes qui ont beaucoup travaillé le sujet. Et au mois de janvier, il est prévu que j'interviewe la médecin néo-zélandaise Samantha Bailey, qui est vraiment excellente sur la question de l'arnaque virale, de la théorie virale, de la spéculation virale, parce qu'elle ne tient pas la route aucunement. Voilà. Excellent. Bravo Jérémy, bravo pour toute l'énergie que tu mets, c'est cool. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée. Merci pour l'invitation, Julien. Très belle journée à toi et belle journée à tout le monde. Ouais, à tout bientôt. Au revoir. Ciao. Et voilà les amis, c'était Jérémy Mercier. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Si vous voulez retrouver Jérémy, vous avez compris, c'est très simple. Vous tapez Jérémy Mercier dans un moteur de recherche et vous tomberez sur son site. Sinon, vous le retrouverez très facilement sur les moteurs de recherche. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Ah oui, je vois passer une actu, parce qu'en ce moment, comme je l'ai dit dans une autre interview, on se transforme un peu en Papa Noël en ce moment, parce qu'on envoie beaucoup de jeux de cartes. C'est quoi le bonheur pour vous? Donc, si vous voulez faire un cadeau pour les fêtes de Noël, le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous? Vous le trouvez partout, à la Fnac, sur Amazon, sur notre site internet. C'est un très bon jeu. Je l'ai encore vu là ce week-end. J'étais invité à Angers pour aller donner une conférence et le lendemain, donc je faisais aussi un atelier autour du jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous? Et il y avait une trentaine de personnes qui se connaissaient pas, qui sont venues jouer au jeu et on s'est vraiment bien marré. Ça a été une très belle découverte pour eux. Ils ont adoré le jeu. C'est un jeu dans lequel on peut jouer partout, à l'école, dans le monde de l'entreprise, avec des inconnus, la famille, des amis. Et ça marche super bien. C'est un jeu qui vous permet de mieux vous connaître, de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer et donc du coup de passer un bon moment parce que c'est un jeu et de bien se marrer. Je vais vous montrer d'ailleurs une petite vidéo qu'on avait faite pour présenter le jeu. Et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre « C'est quoi le bonheur pour vous ?» que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.